Je suis Adeline Gaden, je vais animer cette table ronde. Alors, je suis journaliste en presse écrite et je suis très souvent amenée à écrire sur des sujets liés aux plantes médicinales. Je viens justement de terminer un article sur la filière de l'arnica, voilà, pour citer une plante en introduction. Cette première table ronde s'intitule « Quels enjeux porte cette filière ?» Alors attention, attachez votre ceinture, cette table ronde va nous faire voyager depuis la production, la cueillette, jusque dans les enseignes en fait, où les plantes vont rencontrer les consommateurs, donc à savoir les pharmacies et les herboristeries de comptoir. Donc on est parti pour 1 heure et demie d'intervention et on a prévu un temps pour les questions à la fin. Voilà, donc notez bien vos questionnements dans un coin de votre tête. Et on va commencer avec Marie Leroy, qui est paysanne herboriste. Alors, on a entendu ce terme tout à l'heure, paysan herboriste, paysanne herboriste. Donc, paysan parce qu'il y a la culture des plantes et herboriste parce qu'il y a aussi le volet transformation de ces plantes. Cette productrice est bretonne et elle représente un territoire qui est très dynamique en la matière parce qu'il y a encore quelques années, il y avait peu de producteurs de cette sorte et ils sont maintenant plusieurs dizaines et organisent même des événements autour des plantes médicinales. Donc on va l'écouter sur son activité et on enchaînera tout de suite après avec François Léger, enseignant-chercheur à AgroParisTech, qui nous parlera en fait de la viabilité de ces très petites fermes qu'il a étudiées tout au long de sa carrière. Donc il pourra nous parler de l'intérêt pour la société d'une petite production de plantes médicinales dans une grande région agricole qui est la Bretagne. Quel est l'intérêt de ces petites fermes. Donc on écoute Marie Leroy. Merci. Bonjour. Ça fonctionne bien, vous m'entendez bien? Oui, super. Merci tout d'abord de m'avoir conviée pour parler de mon métier. C'est un honneur de démarrer cette table ronde. C'est très impressionnant aussi, voilà, je tiens à le dire. Donc j'ai 5 minutes pour vous raconter mon métier. Autant vous dire que c'est un challenge pour moi parce que ce métier de paysan herboriste, en fait, c'est très vaste. Puisqu'on touche, on va dire, à tous les aspects de la filière qu'on va évoquer dans toute cette journée. Donc, nous, on travaille, en fait, je cultive les plantes, je les transforme, je les commercialise. Donc, mon métier va de la graine jusqu'au flacon, jusqu'au contact avec le client. Donc, c'est toutes les étapes, une par une. Donc, c'est un métier très, très riche et très dense. Je suis également ici en tant que membre du syndicat des Simples. C'est un syndicat pour la défense, l'accompagnement des producteurs de plantes aromatiques et médicinales qui compte environ 500 adhérents sur toute la France. Et je suis également adhérente à la FPH, dont on va entendre parler aussi dans la journée, la Fédération des paysans herboristes. Et donc, je viens de passer le diplôme tout nouveau de paysanne herboriste grâce à la VAE, donc la valorisation d'acquis d'expérience. Donc voilà, donc encore merci à la FPH pour tout ce travail et grâce à vous, on a enfin le mot herboriste officiellement dans les métiers titrés en tout cas. Juste pour vous resituer ma petite histoire très rapidement, il faut savoir qu'à l'origine, moi je suis issue d'une formation d'ingénieur en électronique. Donc comme beaucoup de gens de ma génération, en fait, on a été un moment en quête de sens, en recherche de sens dans nos métiers. Qu'est-ce qu'on va faire de nos 8 heures de travail par jour? Et puis, c'est vrai que la conception de téléphone portable, pour moi, n'avait pas beaucoup de sens. Par contre, travailler dans le respect du vivant, dans le respect du sol, de la terre, de la biodiversité, aider les gens à se soigner, à aller mieux dans leur mieux-être et offrir à ma famille, à mes enfants, un cadre de vie proche de la nature, sans stress, idyllique. Ça, c'était vraiment ce que j'ai voulu lui donner comme sens grâce à ce métier. Et j'avoue que j'y trouve vraiment tout ce que je recherchais. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui à vous en parler.
Alors, pour vous raconter un petit peu la ferme, donc je vous ai mis quelques photos, un petit florilège, c'est vraiment pour vous donner une ambiance générale de notre cadre de travail. Donc, vous voyez, c'est très coloré. C'est voilà notre quotidien. On travaille au milieu de fleurs magnifiques, de plantes qui nous font du bien. Donc ça déjà, c'est un vrai bonheur. Donc nous, on travaille sur 6000 mètres carrés de surface. Donc vous voyez que ce sont des surfaces souvent assez modestes. Je travaille avec mon conjoint. Et nous avons également 2 salariés, une salariée au jardin qui nous aide sur l'entretien des cultures et une salariée au labo qui travaille plutôt sur la préparation des commandes, etc. On cultive une trentaine de variétés de plantes. On a également une dizaine de variétés en cueillette sauvage. Et puis, on travaille principalement les macérats huileux, la distillation pour les eaux florales, les huiles essentielles. On travaille quelques sirops médicinaux, mais nous ne travaillons pas du tout la plante sèche, par exemple, les tisanes. Voilà, c'est un choix. Et puis donc on propose toute une gamme à visée cosmétique, soins de la peau, et également une gamme plutôt de soins thérapeutiques, voilà, en interne et en externe. Il faut savoir aussi que, donc, comme je vous expliquais au tout début, ce métier, c'est une bonne quinzaine de métiers en un seul, puisqu'en fait, ça nous demande un champ de connaissances très, très vaste qui vont depuis l'agronomie, la connaissance du sol, du travail du sol, notamment, nous, on fabrique nous-mêmes nos outils de travail du sol grâce à l'atelier paysan. On a la connaissance de la pépinière, donc les levées de dormance de chaque graine, de chaque plante que nous cultivons, c'est-à-dire la trentaine de variétés différentes. C'est aussi les stades de récolte pour avoir le maximum de principes actifs, ce dont la plante a besoin dans le sol, quels minéraux pour élaborer son métabolisme secondaire pour les principes actifs. C'est également ensuite toute la partie laboratoire. Donc là, on est dans les normes d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication cosmétique, toute la réglementation cosmétique. On a également toute la partie commercialisation derrière, tout ce que vous connaissez du marketing, de la communication, de la commercialisation. Ensuite viennent, pour conduire tout cela, la gestion, la comptabilité, les ressources humaines. Enfin, vous voyez, donc c'est un métier passionnant, mais qui est très exigeant au niveau de l'organisation et des connaissances. Je voulais faire un tout petit focus sur des petites données économiques. En fait, je voulais mettre un petit peu en regard ces toutes petites surfaces. Donc nous, on est vraiment sur 6000 mètres carrés. Et sur 6000 mètres carrés, on dégage un chiffre d'affaires qui nous permet de rémunérer 4 personnes. Vous voyez, donc c'est quand même une agriculture très performante, si on veut, avec une grande valeur ajoutée sur toute notre production. Voilà. On est aussi des entreprises très résilientes puisque on a déjà une diversité de plantes en culture, donc ça nous permet de rebondir si jamais une plante va pas bien une année ou une autre. Voilà, on n'est pas comme en monoculture où s'il y a une grêle, tout à coup, on se retrouve le bec dans l'eau. On a aussi une grande diversité des circuits commerciaux. Nous, on vend dans les biocoop, on vend en vente directe, par correspondance. Donc c'est beaucoup de charge mentale également, mais ça nous permet d'être très résilients. On a très peu d'intrants, puisque on produit quasiment tout. Les quelques intrants que nous avons sont l'huile, la cire d'abeille, mais qui viennent de petits producteurs locaux. On est très à cheval sur l'origine de nos matières premières. Et puis voilà, une grande valorisation du produit fini qui nous permet de dégager notre revenu, en fait. Je voulais mettre aussi un petit accent sur le côté vertueux de ce métier, sur beaucoup d'aspects, notamment sur les enjeux environnementaux. Évidemment, toute la filière quasiment est en agriculture biologique pour proposer des plantes de qualité qui soignent et qui accompagnent la santé, vous imaginez bien. On est toujours, toutes nos structures sont soucieuses du vivant, de la biodiversité. On travaille avec beaucoup de diversité de plantes et on travaille avec les auxiliaires pour nous aider dans la lutte contre les ravageurs, par exemple. Donc, la biodiversité fait partie intégrante de notre métier. Et puis toujours, nos intrants, par exemple, qui sont les plus locaux possibles. On n'a pas des huiles qui viennent de l'autre bout de la planète ou d'huile essentielle ou de choses comme ça. Ensuite, c'est aussi une grande qualité de produit. Ça, souvent, on a tendance à l'oublier parce que
on voit, voilà, comme sur les images, vous voyez un petit flacon avec une huile à l'intérieur. On a l'habitude d'avoir une profusion de produits dans nos supermarchés, mais il faut vraiment faire le travail d'imagination pour comprendre toute la qualité qui se trouve à l'intérieur de ce petit flacon comparé au petit flacon du supermarché. C'est-à-dire que toutes les plantes ont été récoltées à la main ou à la faucille, ont été suivies depuis la graine jusqu'à leur récolte. Elles sont connues parfaitement de nous. On peut les conseiller du coup de la manière la plus pertinente à notre clientèle. Faut imaginer aussi que les plantes sont récoltées fraîches, sont distillées ou transformées directement sur la ferme, sans trituration, sans avoir été acheminées à travers le monde. Voilà, donc tout ça contribue à avoir une énergie vraiment vibrante de la plante. Donc ça fait vraiment toute la particularité de nos métiers. Et puis une traçabilité exemplaire, évidemment, puisque, voilà, comme je vous expliquais, tous nos intrants et nos plantes viennent du local. Et puis pour terminer, bien, la grande vertu, et ce que j'aime beaucoup particulièrement dans mon métier, c'est le lien social, puisque on a aussi un lien avec notre clientèle et on contribue sur les marchés, sur les foires, même par correspondance, à avoir ce lien de conseil et puis d'échange et d'écoute aussi beaucoup avec notre clientèle, parce qu'on est là aussi pour recueillir leurs besoins, leurs problèmes, et on est là pour essayer de leur apporter du mieux-être en tout cas. Et donc ce lien social, il contribue aussi à tisser un lien dans le territoire. En fait, pour moi, ça c'est très important. Alors voilà, je pense que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. En tout cas, pour terminer, je voulais juste vous dire que c'est un métier qui est vraiment en plein essor. Il faut imaginer que dans le Finistère, donc le petit département du Finistère, il y a 10 ans, nous étions à peine 10 producteurs. Je vais dire même productrices, parce qu'on va dire qu'on est à 80% des femmes entrepreneuses dans cette filière. Et aujourd'hui, on est plus d'une centaine voilà, sur la Bretagne. Rien dans le Finistère, on est plus d'une cinquantaine. Vous voyez, donc il y a vraiment un essor, un élan très, très enthousiasmant, un grand intérêt pour ce métier qui fait sens pour beaucoup de gens et puis qui passionne, en fait. Voilà. Je voulais mettre un tout petit focus aussi sur les difficultés du métier, parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup de ressources. Et on aimerait bien justement être un petit peu plus reconnu, et c'est pour ça qu'on est là tous là aujourd'hui, pour nous aider à obtenir les aides, comme la PAC par exemple, qui n'est pas attribuée pour les plantes médicinales. La PAC des petites surfaces, elle est autorisée pour les maraîchers, mais pas pour les plantes. Donc voilà, il me semble que ce sont des luttes comme ça qui sont à mener. Voilà, aider aussi les femmes qui sont à mener leur vie familiale et professionnelle à la fois. Une installation agricole, c'est quand même quelque chose de lourd à porter. Voilà, et puis surtout nous aider dans la commercialisation, à être bien plus visible par rapport à toute cette concurrence internationale qui nous arrive à bas prix et qui est très déloyale pour nous en fait. Voilà, tout ce qu'on aimerait changer dans ce métier. Merci de m'avoir écouté. Bon, merci beaucoup Marie, parce qu'en fait, ce que tu as dit éclaire tout à fait ce dont on m'avait demandé de parler en quelque sorte en m'invitant ici. Je vous en remercie. Parce que moi, je suis pas du tout spécialiste d'herboristerie. Mon contact avec l'herboristerie se limite au grog que me faisait mon grand-père quand j'étais malade dans les Hautes-Pyrénées, qui était redoutable parce qu'à base d'alcool à 70 degrés, quand on a 8 ans, c'est bien. Mais en fait, la question des paysans herboristes ou des paysans producteurs au moins de plantes à parfum, médicinales, etc., aromatiques, je l'ai rencontré à une période de ma carrière où j'avais été désigné président du conseil scientifique et technique auprès des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, c'est-à-dire l'ensemble des organismes qui étaient financés par les fonds de développement agricole et qui n'étaient ni des chambres d'agriculture, ni des instituts techniques agricoles, ni la coopération agricole. Et ça m'avait donné une certaine visibilité, et j'avais à l'époque reçu des quantités considérables de courriers de porteurs et de porteuses de projets agricoles sur généralement des très petites structures, avec des projets souvent très sophistiqués qui se voyaient refuser le statut d'agriculteurs parce que leur projet ne correspondait pas au canon de ce que devait être une exploitation agricole
Et donc, ça passait pas dans les CDOA, ça passait... et ceux qui persistaient à s'installer le faisaient sans statut, avec des tas de problèmes. Et donc, cette question me tarabustait pas mal. Et dans ces projets, il y avait beaucoup de projets en plantes médicinales en particulier. Et souvent joint au courrier, il y avait tout un dossier et tout. Et je me souviens d'avoir regardé plusieurs de très près et avoir découvert combien finalement ces projets étaient des projets non seulement de production, mais des projets de mise en marché, des projets de transformation très sophistiqués et qui correspondaient à des projets entrepreneuriaux bien plus que la plupart des fermes standards que je côtoyais, céréalières ou autres. Et donc, bon, les fermes, l'herboristerie m'a sorti un peu de mon champ de vision ensuite, mais par contre, j'ai eu l'occasion de travailler justement sur la viabilité économique et la vivabilité des très petites fermes, en maraîchage surtout, ce qui a fait un peu, entre guillemets, une partie de ma réputation, mais également en élevage ou dans d'autres productions. Et concernant le maraîchage, en fait, il y a toujours énormément de porteurs de projets sur des surfaces très petites, c'est-à-dire grosso modo moins d'1 hectare cultivé, effectivement cultivé, et entre 5 000 et 1 hectare de culture par travailleur ou travailleuse. C'est-à-dire un peu le standard que tu viens de nous présenter. Et en fait, donc, bon, c'est parti d'une ferme un peu connue, qui est la ferme du Bec-et-Loing, qui a servi de point d'appui à la mise en place d'un dispositif national où on a suivi un nombre conséquent de fermes, un peu moins de 200, sur la France entière. Et on a pu montrer que, en fait, ces très petites fermes bio, labellisées ou pas, parce que quelquefois le label ça coûte cher et certaines fermes n'arrivaient même pas, enfin avaient des difficultés à payer le coût de labellisation. Donc très peu mécanisées, sur des très petites structures, étaient dans l'ensemble plus efficaces que des fermes comparables, c'est-à-dire bio, maraîchage, bio, petites structures, vente directe, qui obéissaient au modèle standard recommandé par les chambres d'agriculture ou les GRAB. Et que, en fait, en moyenne, elles étaient plus performantes économiquement, et sur ce avec des suivis quand même prolongés, hein, ce n'était pas juste comme ça au doigt mouillé, et que la distribution autour de la moyenne était plus normale que enfin, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui réussissaient très bien, des gens qui réussissaient pas très bien, mais que la moyenne était effectivement crédible au vu de cette dispersion des résultats, ce qui est un point tout à fait important. Bref, ce qui était intéressant, c'était donc déjà de voir que c'était vivable, c'était viable, et que ce n'était pas nécessairement des conditions de travail monstrueuses, ce qui est aussi l'un des enjeux mis en avant. Pas de mécanisation, pas assez de mécanisation pour que le travail soit confortable. Non, c'est un problème d'équilibre entre ce qu'on cultive et le travail qu'on y investit. Et puis, on a regardé d'un peu plus près, puisqu'on avait ce dispositif assez conséquent, qu'est-ce qui faisait le succès de ces fermes? Ou l'insuccès, dans certains cas, bien sûr. Et en fait, clairement, l'un des points clés, c'est la maîtrise technique de systèmes très complexes. Et dans le cas de l'herboristerie, on est dedans, définitivement. Très complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire très complexe au niveau de la diversité des cultures. Très complexe au niveau du destin de ces cultures. Et cette maîtrise technique, elle est essentielle. J'y reviendrai pas parce que je crois qu'en quelques phrases, tu as dit tout ce qu'il y a derrière cette maîtrise technique, en particulier en herboristerie. Mais l'autre point fondamental, dont on s'est très vite rendu compte, c'est qu'en fait, il y avait une face cachée de ce succès économique qui était que ce qui permettait à certains ou certaines de vivre bien, ou en tout cas conformément à leurs attentes personnelles, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, c'était leur capacité à
avoir une stratégie commerciale solide, mais une stratégie commerciale qui n'était pas une stratégie de marketing, qui est une stratégie d'intégration territoriale, de participation à une communauté locale, de gens qui partagent un certain nombre de valeurs associées aux produits et qui fondent quelque chose comme une reconnaissance identitaire. Et cette capacité communautaire, elle est certes quelque chose de marchand, mais elle est aussi, et je dirais essentiellement, quelque chose de non marchand. Ce qui fait la viabilité économique et la vivabilité, c'est de toute façon le confort au travail de ces très petites exploitations, c'est parce qu'elles partagent des biens et des services sur un territoire avec d'autres, dans des réseaux informels, invisibles, et invisibles, non marchands, où s'échangent quelquefois un tas de fumier, quelquefois une botte de paille, enfin, et surtout des compétences, des savoirs et une forme de rassurance dans le lien à travers le lien communautaire. Et ça, c'est inchiffrable dans une comptabilité. Pourtant, ça fabrique la comptabilité. C'est paradoxal de dire ça, mais souvent, ce qui est frappant sur les très petites fermes, c'est peut-être moins vrai quand il y a des ateliers de transformation, c'est le très petit investissement. Et pourquoi ce très petit investissement? Parce qu'en fait, une partie de ce qui aurait dû être investi en machines, en équipements, etc., est partagée avec d'autres en dehors des règles du marché. Et cette inscription territoriale ou communautaire, appelez-la comme ça vous plaît, relève malgré tout d'une forme d'intelligence sociale, mais de parti pris social également, et de parti pris économique. Et c'est vrai que, du coup, ces très petites fermes paraissent souvent contradictoires avec les valeurs qui structurent les mondes agricoles, qui ne sont pas du même ordre. Par contre, elles peuvent revenir à des valeurs paysannes anciennes, en particulier des valeurs d'entraide et de solidarité. Pour conclure, ce que je dirais, c'est que l'herboristerie, ou la production de plantes médicinales, de plantes aromatiques, est sans doute, pour moi, l'un de ces créneaux possibles des très petites structures, particulièrement intéressant, particulièrement exigeant malgré tout. Il ne faut pas non plus vendre du vent. C'est exigeant techniquement, c'est exigeant dans l'intelligence sociale, c'est exigeant dans tout ce que vous voulez. Mais il y a suffisamment de gens intelligents en France et ailleurs pour finalement s'accomplir dans ce genre de métier. Et c'est sur ce mot d'accomplissement que je souhaitais terminer, parce qu'il me semble que l'ensemble de ces projets sont d'abord et avant toute chose des projets de vie, des projets, des façons d'être au monde. Et d'être au monde non seulement dans un monde, dans une cosmologie générale, mais d'être dans un monde ultra concret, qui est le monde des liens communautaires qui peuvent se nouer à l'échelle d'un territoire, qui font territoire, qui fabriquent le territoire. Et je pense qu'il n'est pas normal aujourd'hui que finalement, la plupart de ces entreprises, car il s'agit bien d'entreprises au sens le plus puissant, ne soient pas reconnues à leur juste valeur. Et que finalement, elles disparaissent du paysage des politiques agricoles et qu'elles disparaissent également du paysage d'un certain nombre de politiques territoriales. Mais politiques agricoles quand même. Tu as parlé des aides aux très petites structures. Bon, si vous comptez vivre avec des aides aux très petites structures, je vous souhaite bien du plaisir, malgré tout. Mais qu'est-ce qui vaut mieux des entreprises comme la tienne, avec 4 personnes sur un territoire, ou des fermes en faillite qui ne survivent que par les aides de la politique agricole commune, et au prix de pratiques qui se révèlent chaque jour un peu plus négatives en termes environnementaux, en termes sanitaires et en termes sociaux. Voilà. On va continuer donc dans l'ordre de la conférence avec Alix Courriveau, qui est chargée de mission à la direction des marchés, études et prospectives à France Agrimaire.
Alors France Agrimaire, c'est un établissement public administratif français qui accompagne en fait les différentes filières agricoles. Et donc elle va nous donner des chiffres et nous parler spécifiquement de la filière PAM, PPAM. Voilà, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Et pour faire le lien avec la présentation précédente, donc je suis chargée de mission à France Agrimaire. Et France Agrimaire donc, émane du ministère de l'Agriculture et nous avons 3 missions. Donc la concertation entre les différents professionnels des filières agricoles et entre autres ici de la filière des PAM. Ensuite, nous avons la mission d'aide financière, comme disait Monsieur Léger. Effectivement, les aides que nous donnons aux cultivateurs ne sont pas suffisantes pour vivre, mais il y en a, il faut le savoir. Et voilà. Et ensuite, nous avons une mission de veille économique sur les secteurs, donc sur les secteurs agricoles, et c'est l'objet de ma présentation. Et donc, on va remettre le secteur de l'herboristerie au cœur de cette filière agricole des PAM. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, donc les plantes aromatiques à parfum et médicinales représentent à peu près un peu moins de 60 000 hectares en France. Donc voilà, vous avez un peu la courbe. C'est en diminution depuis 2021. Nous avons représenté en vert clair au-dessus, ce sont des productions de coriandre dont je ne vais pas parler ici puisque c'est un peu une exception dans cette filière. Mais donc voilà, c'est une production dont les surfaces sont quand même en baisse depuis 2021, même si il y a quand même un fort engouement pour cette filière-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bio représente 28%, donc c'est la filière agricole qui a le plus fort pourcentage de production biologique. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, ces productions sont assez régionalisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un peu des spécialités régionales suivant les plantes. Sans secret, la filière des lavandes et lavandins est la plus importante. C'est à peu près 40% de la production. La coriandre, je pense que ça va diminuer dans les années suivantes. On ne va pas trop en parler. Et puis, donc, en fait, on réalise ce camembert là avec les informations de la PAC. Et donc, on peut distinguer quelques plantes qui sont un peu importantes, comme le thym. J'arrive plus à lire, mais bon, d'autres plantes. Et dans la rubrique autres, qui représente un tiers, il y a à peu près 300 plantes. Parce que ce sont à peu près 300 plantes qui sont communément cultivées ou cueillies sur notre territoire. C'est la filière agricole qui contient le plus de produits végétaux. Voilà, ce qui montre un peu sa richesse et sa complexité, mais d'abord sa richesse, et ça va peut-être faire le lien avec la diapo suivante, et qui montre aussi une richesse de débouchés qu'on verra ensuite. Voilà, donc pour revenir sur les régions, c'est la région PACA qui est la plus représentative. Il y a la région Aura et la région Occitanie. Voilà, ce sont les régions du sud de la France qui représentent le plus de production, mais en culture. Il faut savoir qu'il y a d'autres régions qui sont très riches en plantes de cueillette, comme le Massif central. Mais comme ce n'est pas enregistré au niveau de la PAC, on peut pas la quantifier, cette filière cueillette. Et donc, elle ne figure pas sur les graphiques en général qui vous sont présentés. Diapo suivante. Voilà. L'autre particularité de cette filière, et François Léger vient de le souligner aussi, c'est la taille des exploitations. Et à peu près 2/3 des exploitations font moins de 5 hectares. Ce qui représente presque 6 000 exploitations en France. Et sachant que dans ces chiffres, ce sont que les déclarants, ce sont les données du recensement général agricole de 2020. Et il y a certaines exploitations qui ne sont pas dans ces chiffres. Voilà, ce sont les cotisants solidaires notamment. Donc,
comme ces cotisants solidaires sont des très petites exploitations, on peut supposer que ce chiffre de 5700 exploitations est encore plus grand que la réalité. Les exploitations de plus de 25 hectares, c'est seulement 6% des exploitations. Donc voilà, c'est vraiment des petites exploitations. Suivante. Et voilà, donc c'est 300 plantes, mais en fait, il y en a plus, mais ces 300 plantes communément cultivées ou cueillies connaissent une richesse de débouchés assez impressionnante et des circuits qui peuvent être très courts, comme les paysans herboristes, avec la vente directe de produits. Et ensuite, il y a aussi une filière longue qui peut être très longue, en passant par des grossistes, des négociants, des fabricants d'extraits végétaux, des fabricants de matières premières diverses, qui vont passer d'un fabricant à un autre, et ainsi de suite, avant d'arriver au produit final qui sera commercialisé. Et donc, il y a énormément de secteurs d'activité qui sont concernés. Il y a le domaine agroalimentaire, le domaine cosmétique, la parfumerie, parce qu'il faut savoir que l'herboristerie aussi, bon, évidemment, il y a la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie, etc. Mais il y a aussi la cosmétique, l'alimentaire. Voilà, sans compter les produits de soins pour les animaux, pour les végétaux, les détergents, et j'en passe. Voilà, donc ce sont d'énormes marchés au final qui débouchent à cette production de PAM. J'ai mis quelques chiffres de certains secteurs, des secteurs connus que l'on suit à France Agrimaire. Mais bon, voilà, le secteur agroalimentaire, c'est plus de 60 millions d'euros. Et les marchés de santé, beauté et bien-être, ça se développe avec le secteur des compléments alimentaires, notamment, c'est 3 milliards d'euros par an, selon le Signadiet. Le marché des cosmétiques bio, c'est 1,3 milliard d'euros. Les huiles essentielles, on en avait parlé tout à l'heure, il y avait eu un chiffre de Madame Monnier, à peu près 250 millions d'euros, voire 300 millions. Et puis les infusions, 300 millions d'euros, suivant les débouchés. Sachant que la vente directe, c'est très difficile à chiffrer, donc je ne peux pas mettre de chiffres représentant la filière des paysans herboristes. Voilà, je vous ai mis ce graphique pour vous montrer quelques plantes qui débouchent sur les marchés des huiles essentielles vendues en pharmacie. Voilà, donc il y a certes des huiles essentielles exotiques, mais aussi des huiles essentielles françaises, de production française, comme la lavande, on la connaît, mais le thym, etc. Et de même, j'ai fait un autre graphique montrant les infusions, où il y a aussi le thym, justement, c'est une plante de chez nous, et c'est elle qui arrive en tête des ventes. Donc, en outre de notre production française, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une part importante d'importation. Voilà, donc j'ai dressé trois comparaisons. D'abord pour les arômes, tout ce qui est épices, mais bon, ça, les chiffres sont assez faibles, donc on ne va pas beaucoup en parler. Mais on a les huiles essentielles et puis tout ce qui est plantes en l'état que l'on peut suivre grâce aux données douanières. Et ce qu'on observe en volume, donc sur le premier schéma, c'est qu'on a vraiment un fort volume importé par rapport à ce que l'on exporte. Et en valeur, par contre, ce qu'on peut constater, par exemple pour les huiles essentielles, la valeur est à peu près égale entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Ça veut dire qu'on exporte des huiles essentielles qui ont une plus forte valeur ajoutée que ce que l'on importe. Et par contre, pour les plantes en état, on est aussi en déficit par rapport à la balance du commerce extérieur. Donc la conclusion de cette diapo, c'est que face aux importations, même si nous importons des plantes exotiques qu'on ne pourra jamais cultiver en France, il y a de la place pour la production française. Je peux passer.
Merci beaucoup. Ah, c'est pas terminé. Non, je voulais juste montrer les différents organismes de la filière. Parce que donc, nous avons une filière qui est française, qui est quand même assez bien organisée, avec des organismes qui représentent autant ce qu'on appelle l'amont de la filière, donc les cultivateurs. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, le syndicat simple pour les plus petits producteurs, il y a le CEPARM, il y a l'AFC pour les cueilleurs, etc. Nous avons aussi des interprofessions avec le CIHEF qui représente la filière des huiles essentielles, donc autant la production que les fabricants jusqu'à la commercialisation. Et nous avons une nouvelle interprofession qui s'appelle Plantes Actives, qui représente la filière plus des plantes et les domaines de santé, beauté et bien-être. Je ne vous cite pas les autres. Et ensuite, dans l'aval de la filière, compte tenu des nombreux secteurs d'activité, nous avons aussi de nombreuses associations qui représentent ces professionnels. Et je crois que j'ai encore une diapo pour la conclusion. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au ministère de l'Agriculture, en ce moment, se tiennent les conférences de la souveraineté agricole et alimentaire. Et dans ce cadre-là, donc pour essayer, dont l'objectif est de relocaliser certaines productions agricoles en France pour limiter l'importation. Et dans ce cadre-là, l'interprofession, donc Plantes Actives, a proposé une augmentation des surfaces cultivées de PAM de 10 000 hectares à l'horizon de 2035. Donc ça veut dire que potentiellement, dans les 10 prochaines années, nous aurons de nouvelles surfaces agricoles. Bon, il y aura des aides spécifiques aussi à ce programme-là. Mais sachant donc qu'il y aura des défis parce que le secteur... nous avons certes les filières courtes, mais aussi les filières longues. Et pour des approvisionnements d'industriels, nous avons besoin d'une certaine quantité de plantes à une certaine qualité, avec une certaine traçabilité. Et tout ça, ça doit être organisé au sein de la filière agricole, avec des prix acceptables pour qu'au final, les produits soient acceptables pour le consommateur, et avec une organisation des différents circuits assez fluide. Et donc, il y a encore du travail au niveau interprofessionnel et professionnel. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci. Donc, Émilie Pascal de l'Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages nous a rejoint. Donc, on va pouvoir l'écouter. Toutes les plantes ne se prêtent pas très bien à la culture. Donc, un certain nombre de plantes médicinales en herboristerie sont cueillies directement dans la nature. Je vois donc que Émilie Pascal est venue avec un guide des bonnes pratiques de cueillette des plantes médicinales. Je crois qu'il est aussi en ligne gratuitement sur le site de l'AFC. Voilà, donc on vous écoute. Bonjour. Eh bien, merci de me donner l'opportunité de porter la voix des cueilleurs et cueilleuses dans cette enceinte prestigieuse pour évoquer un maillon souvent invisible, mais pourtant essentiel pour construire une filière de l'herboristerie française. En France hexagonale, voilà, sur 728 espèces de plantes pouvant faire l'objet de cueillette, 80% sont uniquement cueillies et n'ont jamais fait l'objet d'une mise en culture. Parallèlement, on a 165 plantes qui sont, elles, exclusivement fournies par de la culture. Donc, si la part du sauvage est relativement faible en termes de volume, face à des géants de la culture comme le lavandin, par exemple, elle reste majeure en termes de diversité. Je veux bien la diapo suivante. Voilà. Donc, a priori, on pourrait se dire que pour répondre à la demande, on n'aurait qu'à tout passer en culture. Mais mettre une plante sauvage en culture, ce n'est pas une simple affaire. C'est une démarche souvent très coûteuse, longue, qui peut demander une décennie, voire plus de recherche et d'une grande complexité. De plus, la culture présente certaines limites. Suivant les conditions de mise en culture, les principes actifs qui font l'efficacité thérapeutique d'une plante ne sont pas toujours présents. Donc la cueillette de plantes sauvages n'est pas une alternative archaïque à la culture, mais c'est bien un socle indispensable si on veut développer une filière d'herboristerie française. Je veux bien la diapo suivante.
Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde en crise climatique et écologique. De nombreuses menaces pèsent sur les milieux naturels. Les exemples ne manquent pas. Intensification des pratiques agricoles, des pratiques forestières, urbanisation, pollution généralisée, changement climatique, morcellement des milieux naturels. Je ne vais pas plomber l'ambiance, mais je pense que tout le monde est au courant. Mais c'est important de souligner que la cueillette, c'est vraiment le dernier maillon d'une chaîne de pression anthropique qui sont exercées sur les milieux et sur les populations sauvages de plantes. Diapo suivante. Donc c'est justement pour faire face à ce constat d'une augmentation des prélèvements en plantes sauvages dans des milieux naturels de plus en plus fragilisés que l'AFC a été créée en 2011. Là, vous voyez un peu nos différentes missions. Et on a vraiment été créé avec une volonté de fédérer autour de valeurs communes de respect des milieux naturels, des plantes et des êtres humains. Donc on souhaite tout d'abord fédérer les cueilleurs et les cueilleuses professionnelles, mais aussi les autres acteurs des filières économiques, donc ce qu'on appelle l'aval des filières. Plus largement, les gestionnaires des espaces naturels et des territoires. Et enfin, le dernier maillon, les prescripteurs, dont les herboristes, sans oublier les consommateurs. Je veux bien la slide suivante. En France, on a la chance d'avoir au moins 1500 professionnels qui pratiquent la cueillette. Et nous recevons régulièrement des sollicitations de personnes souhaitant s'installer à l'AFC. Ces acteurs de l'amont sont très divers. Là, vous avez un petit panel de profils, ce qui peut rendre leur structuration parfois complexe. On a des paysans herboristes qui font de la vente directe, des producteurs-cueilleurs, des indépendants qui peuvent fournir directement des entreprises transformatrices ou des détaillants, des coopératives, des salariés de laboratoire. Mais on a aussi des réseaux plus opaques, des journaliers, des saisonniers, des travailleurs non déclarés, qui pour ces derniers sont le plus souvent exploités. Aujourd'hui, force est de constater qu'une partie importante des approvisionnements de l'herboristerie française en plantes sauvages provient de l'étranger ou de filières mal identifiées. Pour une partie des plantes que nous utilisons, nous ignorons dans quelles conditions sociales et environnementales elles ont été cueillies. Cette opacité vient certes d'un manque de structuration, mais elle vient aussi et surtout du fait que le principal critère d'achat reste celui du prix. Et ce critère de prix a des impacts néfastes autant sur les milieux que sur les personnes qui cueillent. Je veux bien la slide suivante. Merci. Pour que l'herboristerie française puisse s'approvisionner éthiquement, elle doit pouvoir s'appuyer sur des professionnels identifiés, formés, garantissant la traçabilité et surtout des professionnels payés au juste prix pour leur savoir-faire. L'enjeu pour nous est donc de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la filière, et notamment les derniers maillons, donc l'aval, les prescripteurs, le consommateur, dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, mais on travaille aussi avec les entreprises, sur le fait que cueillir une plante, c'est bien plus qu'un simple prélèvement. C'est un geste raisonné, souvent empreint de sensibilité, inscrit dans une logique de gestion des milieux naturels et des populations de plantes sauvages. Et que faire les choses correctement, eh bien ça a un prix. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Les cueilleurs et les cueilleuses professionnelles sont, à leur échelle, des acteurs de la gestion des territoires ruraux. Leur activité peut autant être un outil de développement local dans des campagnes reculées où il y a peu d'activité économique, qu'un levier pour la préservation des milieux naturels par la valorisation de la richesse floristique française. Des collaborations se dessinent avec des parcs naturels régionaux, des conservatoires des espaces naturels ou des parcs nationaux, et ne demandent qu'à se renforcer pour que la cueillette commerciale soit pleinement intégrée à la gestion de ces milieux. Ces partenariats peuvent notamment faciliter la régulation des prélèvements, le suivi des populations de plantes qui sont cueillies, et des prélèvements aussi plus raisonnés pour alimenter des filières, dont l'herboristerie française, qui sont en demande de plantes. Ces prélèvements, voilà, pour d'autres espèces, donc ça peut permettre d'augmenter certains prélèvements, mais aussi d'en réguler, parce qu'on a des espèces sauvages qui aujourd'hui sont sous tension, notamment l'arnica, la gentiane, pour citer les plus célèbres, et ça permettrait du coup une meilleure régulation des prélèvements. À titre d'exemple, suite à une coupe forestière, on va avoir plusieurs espèces de plantes qui vont spontanément revenir sur un milieu. On va avoir des bouleaux,
le framboisier, l'églantier et plein d'autres, qui vont faire l'objet de mesures de destruction pour permettre aux espèces forestières ensuite de pousser. Donc là, il y a un potentiel de plantes à cueillir. On a aussi, par exemple, dans des mesures de gestion, de réouverture de friches qui ont été, de landes qui se sont enfrichées. Là, on va girobroyer de la bruyère, des pins, des genévriers qui pourraient faire l'objet de valorisation. On a les haies aussi, qui, si elles sont bien gérées, peuvent aussi recéler de nombreuses richesses à cueillir. Donc voilà, c'était quelques idées de collaboration possible entre cueillette et gestion des milieux naturels. Voilà. Et je voulais peut-être aussi ouvrir une porte en disant qu'il faudrait peut-être inverser les choses, c'est-à-dire ne plus partir de la demande du marché, mais de partir de ce qui est disponible, ce que la nature a à offrir. Je veux bien la slide suivante, vous y êtes déjà. Les professionnels de la cueillette sont aussi des observateurs privilégiés des évolutions des milieux naturels. Ainsi, nous lançons dans les jours à venir l'application Cueilleur Sentinelle, qui est une application de sciences participatives qui a pour objet de collecter, de formaliser et de partager les connaissances et les observations des cueilleurs sur le terrain, avec la volonté d'objectiver et d'interpeller les pouvoirs publics sur des problématiques qui, pour certaines, émergent dans les milieux naturels. À titre d'exemple, en 2022, en lien avec les sécheresses, des alertes sur la mortalité du thym sauvage sont remontées du terrain. L'an passé, on a eu des alertes sur la lavande. En 2023, on a ainsi pu informer l'OFB sur les problématiques du thym et mettre en place, avec leur soutien, une enquête plus large auprès des professionnels et une journée technique d'échange avec différents acteurs de la filière sur cette problématique du thym sauvage. Ces informations du terrain sont aujourd'hui indispensables pour passer d'une cueillette subie à une cueillette raisonnée et concertée, notamment via l'approche de la gestion adaptative que l'État souhaite déployer avec la stratégie nationale biodiversité. C'est la slide d'après, s'il vous plaît. J'ai oublié de... Dans ce cadre, le ministère de la Transition écologique, dont le nom varie régulièrement, élabore actuellement, avec l'appui de différents partenaires, dont l'AFC à son échelle, une feuille de route dédiée à la cueillette commerciale et à la gestion des populations sauvages. La tâche est ambitieuse. Pour parvenir à la gestion collaborative de ce commun, des moyens financiers et humains concrets seront nécessaires. Voilà. Pour terminer, nous, cueilleurs et cueilleuses, souhaitons être partie prenante de la mise en place de cette filière d'herboristerie française en rappelant trois points qui nous semblent essentiels. La nécessité de structurer des réseaux d'approvisionnement éthiques pour alimenter une filière où tous les acteurs seraient formés, conscients de leur impact et responsables d'une utilisation respectueuse de nos ressources. La possibilité de collaboration fructueuse entre gestion des espaces naturels et cueillette commerciale, et celui essentiel de la juste rémunération de l'amont. Car sans une rémunération digne, nous continuerons à dépendre de filières opaques, d'ici et d'ailleurs, néfastes autant aux êtres humains qu'aux milieux naturels. La cueillette commerciale est un maillon essentiel de la structuration de l'herboristerie française. J'espère que je vous aurai convaincu. Maillon qui peut également participer à la valorisation des espaces naturels si elle est bien intégrée à leur gestion, reconnue comme un savoir-faire et équitablement rétribuée. La plante sauvage est notre bien commun. Agissons collectivement pour structurer une filière d'excellence qui respecte autant la nature que les hommes et les femmes qui en tirent leur subsistance avec respect et passion. Merci. Alors, on arrive donc au bout de ce voyage le long de la filière des plantes médicinales. Et donc, on va écouter deux intervenantes, à commencer donc par Marion Blandin, qui est herboriste de comptoir. Alors, si je ne me trompe pas, elle est passée du milieu bancaire à celui de l'herboristerie et donc ouvert sa boutique à Paris. Et ensuite, on écoutera Célia Despax, pharmacienne d'officine en Île-de-France. Et elle expliquera comment on peut intégrer des plantes médicinales produites et cueillies par de toutes petites fermes en pharmacie. Mesdames, Messieurs les sénateurs et les députés, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Donc, je suis Marion Blandin et je représente aujourd'hui l'Association des herboristeries de France, autrement dite l'AHF, et plus généralement toutes les herboristeries de comptoir qui maillent le territoire français. Et je suis moi-même, vous l'avez dit, fondatrice et gérante d'une herboristerie à Paris dans le 15e,
l'herboristerie camomille, et ça va faire 3 ans au mois d'avril, fin avril. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du métier d'herboriste de comptoir, comme il est exercé par des centaines de personnes sur tout le territoire français. Je vais vous donner je vais m'appuyer sur 4 dimensions pour vous en donner une vision claire. Donc tout d'abord, on en a parlé déjà longuement ce matin, mais le volet production, puisqu'on est un véritable débouché. Vous m'entendez, c'est bon ? Un véritable débouché pour les paysans herboristes. Ensuite, la question du savoir et des compétences pour la vente de plantes médicinales. Troisièmement, notre rôle en tant que commerçant, comme dynamique du tissu local. Et enfin, la question de la sécurité du consommateur. Donc, quand on parle de la filière des plantes médicinales, évidemment, l'origine, c'est la ressource, hein, c'est la production. Maintenant, entre la plante qui est cultivée dans un champ et le consommateur final, il y a un maillon essentiel. Alors, il y en a plusieurs, évidemment, mais il y en a un qui est essentiel, c'est l'herboriste de comptoir. Donc, nous, on va vraiment être le débouché de ces paysans herboristes parce qu'on va sélectionner, selon nos critères de qualité, leur production, leur récolte. On va valoriser les plantes et on va les mettre à disposition du consommateur. Alors, ici, on est dans une assemblée d'un public averti, mais quand je parle du métier à des gens qui n'y connaissent rien, j'aime bien faire un parallèle avec le fromager qui parle à tout le monde. Quand vous allez au supermarché et que vous cherchez du comté, vous allez trouver des rayons entiers de comté. Ils auront le même calibre, le même poids, le même goût et un étiquetage où vous saurez d'où ça vient à peu près. Quand vous allez chez votre fromager affineur, et bien là, il va vous expliquer, là, ça vient de telle ferme, c'était le lait de printemps, les brebis, etc. Nous, les herboristes de comptoir, c'est pareil. On va pouvoir proposer des plantes de qualité. Moi, je vais pouvoir vous dire, si vous venez à ma boutique, que mon ortie et ma mauve viennent de chez Tania en Mayenne, mes bourgeons de cassis de chez Nathalie en Dordogne, et ainsi de suite. Bon, j'arrête là le parallèle avec le fromage, mais parce que dans plantes médicinales, dans plantes aromatiques et médicinales, il y a le terme médicinal. Et ce qu'on va rechercher, ce que les consommateurs recherchent, c'est bien aussi des propriétés, outre la qualité, des propriétés médicinales. Et ces propriétés médicinales, on la doit à des principes actifs qui vont être d'autant plus présents et d'autant plus intéressants que la plante qu'on a sélectionnée est de qualité. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence européenne des médicaments dans ses lignes directives sur la qualité des produits médicinaux qui explique en synthèse que moins une plante est transformée et plus elle est cultivée dans un territoire de qualité, plus elle sera riche en principes actifs. Donc plus on aura les vertus qui nous intéressent pour le bien-être des consommateurs. Donc, ça m'amène au point suivant, qui est le point des connaissances et des compétences. Parce qu'en tant qu'herboriste de comptoir, on est dépositaire d'un savoir-faire, au même titre que la gastronomie française ou qu'un savoir-faire artisanal. On transmet ces connaissances, ces traditions, sur les mélanges, sur des recettes traditionnelles. Je pense au mélange des centenaires qui est très populaire et qui a été mis en lumière par un médecin d'ailleurs, le docteur Leclerc. Et aujourd'hui, nous, on connaît ces histoires, ces traditions. On connaît aussi les associations de plantes qui sont intéressantes à faire, mais on s'appuie bien sûr sur un socle de connaissances scientifiques. On s'est formé pour ça. Or, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de cadre vraiment de reconnaissance du métier, tout un chacun peut devenir herboriste du jour au lendemain et ouvrir son commerce. Et ça, c'est quand même un métier. Enfin, c'est ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Parce qu'on s'appuie sur ce savoir traditionnel d'une part et sur ce socle scientifique d'autre part. Par exemple, la passiflore, on sait que ça aide à dormir, à calmer l'anxiété. Alors, auparavant, on savait ça de manière empirique suite à l'observation. Maintenant, on sait qu'il y a des flavonoïdes, un petit peu d'alcaloïdes et plein d'autres molécules qui expliquent ces effets. Donc, aujourd'hui,
l'herboristerie est un lieu où ce savoir reste vivant et où il continue d'être transmis au public. Donc après la production et ce sujet des connaissances, je viens au point numéro 3 qui est la dynamique du secteur économique, puisque nous sommes des commerçantes, nous herboristes de comptoir. Alors je dis commerçantes parce que à la manière des producteurs, des productrices, c'est un métier très féminin. On est des entrepreneuses indépendantes, on crée de l'emploi, on contribue à rester active dans des secteurs où parfois il y a quand même une désertification commerciale de plus en plus visible. Donc on crée du lien humain, puisque les gens, quand ils viennent nous voir, c'est pour partager un petit bout de leur quotidien, c'est pour parler de leurs problèmes. Donc on a vraiment cette place centrale de lien humain. Et je parlais de la désertification commerciale, mais il y a aussi dans certains territoires une désertification médicale, où les gens n'ont plus accès à des professionnels de santé, ou en tout cas pas dans des délais satisfaisants. Donc parfois on est en première ligne. Et donc c'est important de garantir ce lien, parce qu'on est vraiment en première ligne avec les problématiques de santé et de bien-être. Et ça m'amène au dernier point, qui va être la contribution à la sécurité du consommateur, parce que justement, comme il y a de plus en plus de déserts médicaux et de moins en moins de liens humains, souvent les consommateurs se renseignent sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les intelligences artificielles. Donc ils vont avoir des informations parfois partielles, souvent justes, mais malheureux, alors plus rarement, mais quand même des informations parfois dangereuses ou totalement erronées. Donc nous, on va remettre du cadre, on va être là comme une sorte de vigie pour casser des fois des idées reçues toutes faites, ou des fois c'est même pas eux qui cherchent, c'est les réseaux sociaux qui viennent à eux. Il y a une tendance, il y a une mode sur une plante. Je pense notamment l'année dernière, il y avait une tendance sur l'huile essentielle de romarin à cinéole qui devait permettre de stimuler la mémoire. Donc on s'est toutes retrouvées au comptoir avec des personnes âgées qui venaient parce qu'ils voulaient leur huile essentielle de romarin à cinéole pour stimuler leur mémoire. Et il y en avait, parmi eux, certains n'avaient jamais touché une huile essentielle. D'autres pensaient qu'il fallait, nous disaient combien de gouttes on met, combien de gouttes on en prend tous les jours. Voilà, alors que ça se prête pas du tout à cet usage-là. Donc nous, on remet du cadre. On est là pour dire attention pour les questions de sécurité, tout simplement, dire non, ça c'est pas forcément adapté pour vous. Et puis attention à la promesse miracle, parce que bon, la plante qui fait tout, qui lave plus blanc, et voilà, ça n'existe pas. Hein. Donc on remet un peu la vérité des prix. Et c'est vraiment aussi faut avoir en tête que dès qu'il y a une tendance aussi, derrière, il y a une pression sur une ressource, parce que la force des réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est que il y a eu cette mode de l'huile essentielle de romarin, donc tout le monde veut acheter l'huile essentielle de romarin. Ça peut faire des tensions dans certains territoires. On le remarque avec le bourgeon de figuier, avec... après, il y aura d'autres tables rondes, on va en parler plus tard dans l'après-midi, mais... donc nous, on sait aussi notre objectif, c'est de faire une transmission responsable et durable, parce qu'on est très sensible à ce sujet de la ressource. Et sans la ressource, il n'y a pas d'herboristerie. Donc, tout ça pour vous dire que on est là, donc en tant qu'herboriste de comptoir, à la croisée de toutes ces fonctions, on va dire. D'une part, on garantit le débouché pour les paysans herboristes. D'autre part, on contribue à la dynamique des territoires avec nos commerces. Ensuite, on partage un savoir-faire et on est dépositaire de connaissances scientifiques. Et enfin, on contribue à la sécurité du consommateur au quotidien. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est pas de réinventer la roue, c'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est tout simplement de reconnaître notre métier puisqu'il existe. C'est une réalité, nous sommes plusieurs centaines à l'exercer, donc c'est une reconnaissance, et qu'on nous implique aussi dans toutes les futures instances pour structurer la filière avec nous,
pour continuer à garantir cette sécurité du consommateur. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, j'embraye en tant que pharmacienne. Merci. J'ai la face entre deux chaises au sens propre comme au figuré, à vrai dire, en tant que pharmacienne et avec un pendant herboriste aussi. Donc effectivement, je suis titulaire d'une petite officine en Île-de-France, dans la banlieue ouest, depuis bientôt 3 ans, dans une ville de 16 000 habitants et qui compte 5 pharmacies. Alors, je ne vais pas vous le cacher, dans mon esprit, la plante médicinale, elle occupe un rôle assez idéaliste pour différentes raisons, tant environnementales, on l'a expliqué, que sociétales, on en a parlé aussi, et enfin sanitaire. Pour autant, je sais qu'aujourd'hui, je suis parmi vous pour témoigner de la manière la plus factuelle possible, donc c'est ce que je vais faire du mieux que je peux, tout en vous présentant une vision possible du développement des filières PAM bio, locales, en lien direct avec les pharmacies d'officine. Donc ça nécessite dans un premier temps que je vous présente modestement ma pharmacie, simplement pour contextualiser un peu mon propos. Et je sais aussi que c'est grâce à ça que vous comprendrez quelle est la valeur ajoutée de mon témoignage aussi, aujourd'hui, et quelles en sont aussi ses limites, parce qu'il y en a toujours. Ça sera l'occasion de vous parler un petit peu du projet que j'ai animé à l'initiative du syndicat Simple et aussi de la Fédération nationale d'agriculture biologique, grâce à un financement de France Agrimaire qu'on a déjà évoqué et qui vous a été présenté, et qui, je l'espère, a déjà fait germer quelques graines d'idées de circuit court chez mes confrères et qui a permis de donner de nouvelles idées de développement de débouchés auprès de paysans herboristes déjà installés ou en devenir. Le dernier point que j'aborderai avec vous, c'est un témoignage à propos de ce que le circuit court a déjà apporté à mon officine en termes de redressement économique, alors pas juste en rajoutant de la marge ou des euros à la fin du mois, mais en termes de changement profond de paradigme du soin au sein de l'équipe, en termes de stabilisation et de motivation de mes équipes, enfin de mon équipe, parce qu'on n'est que 4, donc... et en termes de bien-être au travail aussi, c'est un sujet qui a été abordé. Et voilà. Et ce que ça a créé aussi au niveau financier, au niveau de mes fournisseurs. Et tout ceci, je vous le présente aux côtés des herboristes de comptoir et des autres praticiens qui viennent compléter, étendre et renforcer une offre de soins naturels et une prise en charge holistique. Voilà. Donc, le contexte de ma pharmacie, c'est une petite pharmacie très classique, un business model, rien de réinventé, où les 3/4 de mon chiffre d'affaires, c'est de la vente sur ordonnance. Le chiffre d'affaires, il est de 1,3 million d'euros. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, selon ce que les chiffres publiés annuellement par les acteurs financiers, soit ça me place dans le premier tiers des toutes petites pharmacies, donc les Rikiki de France, soit je monte dans la catégorie d'après où je fais partie des 50% des pharmacies de France. Voilà, c'est un peu ça ma force, je pense, en termes de représentativité, même si je n'ai pas vocation à représenter qui que ce soit. En termes de moyenne de chiffre d'affaires, je fais moitié moins à l'échelle nationale. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler de métiers d'avenir. Je suis obligée de vous dire que, faisant moitié moins de chiffre d'affaires moyen national, je ne suis pas non plus dupe sur l'évolution structurelle de mon métier. Les excédents bruts annuels, ils sont en chute. On perd 10 points, nous, de notre côté. Je me paye moitié moins aussi, du coup, forcément, que la moyenne nationale des titulaires. Pour autant, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est que la plante médicinale, le local, le bio, c'est ce qui donne du sens à mon métier. Parce que je suis une petite pharmacie de quartier, un commerce de proximité, comme on dit. Et donc, je suis persuadée que ma structure, elle a un rôle sociétal qui reste fort et que l'ancrer dans son territoire par la plante médicinale, c'est renforcer cette posture et montrer qu'on existe encore pour de bonnes raisons. Donc, d'un autre côté, c'est vrai que je ne m'identifie pas du tout comme une pharmacie dite herboriste. Je ne fais même pas de mélange de plantes sèches pour tisane à la pharmacie. Par contre, on promeut des plantes locales en alcoolature, en baume, en tisane, en macérat. On les conseille consciencieusement avec des connaissances acquises au cours de formations complémentaires que je dirais nécessaires auprès d'organismes comme ceux dont on parlera plus tard dans la journée. Pour être franche avec vous, j'ai été sur les mêmes bancs d'école que des femmes, des femmes qui sont aujourd'hui dans l'Assemblée et qui ne sont pas pharmaciennes.
Alors, moi, mon rôle socle, de par mes connaissances, c'est effectivement l'interaction médicamenteuse, c'est le contact rapproché et régulier avec les patients et les prescripteurs, quand on y arrive, dans une certaine connaissance d'un angle de vue de leur histoire médicale à nos patients, parce qu'on ne sait pas tout. Et donc, si on en revient à des chiffres, à des données financières, puisque ça nous intéresse aussi, après avoir fait un petit point, les parts de marché vis-à-vis de mon chiffre d'affaires sur la phyto et l'aromathérapie, c'est 1 à 2% uniquement de mon chiffre d'affaires. Donc, rien de nouveau, rien d'exceptionnel dans cette pharmacie-là, hein. Le direct producteur, c'est 0,3 à 0,5% de part de marché. Par contre, si on parle d'euros dans la poche, sur les 12 derniers mois, alors c'est un peu faiblard, pardon, parce que j'ai fait un bébé cette année, donc sur les 12 derniers mois, j'ai un peu délégué la fonction d'achat, mais c'est 2 500 € qui ont été dépensés directement auprès de petits producteurs, et c'est quand même 25 000 € qui ont été dépensés en achat dans des gros labos de phyto et d'aromathérapie qui ont pignon sur rue. Donc, ces 25 000 €, moi, avec grand plaisir pour les donner à d'autres acteurs économiques. Encore faut-il qu'on puisse accompagner les filières à se structurer, à prendre en visibilité et à créer des interfaces de communication qui soient efficaces et qui aident tout le monde. Et quand bien même je continuerai sur les 10 prochaines années de ma vie à n'acheter que 2 500 € par an à des petits producteurs, ben on est quand même 20 000 officines en France. Donc 20 000 fois 2 500 €, ben ça fait 50 millions. Et si on reprend les chiffres de base tels qu'ils sont publiés chaque année par France Agrimaire, ben, ne serait-ce que sur le complément alimentaire, où on a quand même 64% d'entre eux qui incluent des plantes, pour des raisons marketing ou réelles, hein, mais peu nous importe d'un point de vue financier, on va dire, c'est un chiffre d'affaires d'1,6 milliard € en pharmacie. La gémothérapie, c'est 3,9 millions d'euros, c'est 6 800 litres. Les huiles essentielles, c'est 196 millions, je crois qu'on en a parlé. Et alors, les toutes premières ventes, bah, le volume, c'est le Titri, et la valeur, c'est le Ravinsara. Donc, ça nous emmène vers quoi? Vers le fait qu'aujourd'hui, en officine, 80% des plantes, elles viennent de l'étranger. Donc, j'ai pas envie de rougir, donc j'ai pas envie d'aller vers la question de l'impact environnemental de l'industrie pharmaceutique. Je pense que, de base, on est déficitaire, mais bon, c'est un peu structurel. J'ai pas non plus, là, tout de suite, envie de poser la question du service environnemental rendu de l'industrie dont je fais partie, mais c'est quand même une question qui nécessite d'être posée et d'y répondre du mieux possible avec les moyens qu'on a aujourd'hui, et donc d'accompagner la filière pour aller vers du mieux. Alors, dans un monde idéal, bien sûr que dans 5 ans, j'ai révolutionné la pharmacie, que je fais du 100% phytothérapeutique et du 100% local. Mais dans les faits, pour être honnête avec vous, il me faudrait des volumes suffisants pour avoir des rotations de stock suffisants pour pouvoir assurer auprès de ma patientèle des plantes qui soient fraîches, qui soient de qualité. Et ça, j'en suis pas capable. Avec mes 3/4 de chiffre d'affaires sur de la vente d'ordonnance, c'est pas mon cœur de métier. C'est ça la réalité. Je peux pas proposer un panel de plantes aussi riche que ce que des herboristes de comptoir peuvent faire. C'est normal, parce que j'ai d'autres prérogatives liées à mon métier aussi. Du coup, je me permets de reposer sur la table la question du monopole pharmaceutique, telle qu'elle est écrite aujourd'hui dans la réglementation. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il faut le remettre un peu en question? Je pense que c'est une occasion de plus de se saisir de la question. Il y a un gros chantier qui est en cours, on en a parlé, et je pense que ce sera assez salvateur à la fois pour les acteurs économiques, sociétaux, et même pour la plante médicinale. Puisque, comme on l'a dit en pharmacie, enfin on ne l'a pas dit, mais c'est un peu sous-tendu quand même dans la discussion, nous, on souffre un petit peu d'un marché qui est poussé par le marketing et par la demande. Voilà. Donc, faut se replacer dans le contexte dans lequel on vit, dans l'environnement dans lequel on vit, et des besoins patients plutôt que d'une mode sur les réseaux sociaux ou voilà, d'un plan marketing. Donc, moi, ça me demande beaucoup de travail, ça, c'est vrai. J'ai besoin de former mes équipes. J'ai besoin de m'approprier une réglementation qui, par exemple, pour les pharmacies d'officine, peut être extrêmement rebutante sur la question des mélanges de plantes locales en direct fournisseur. Et il faut que je fasse l'effort d'aller trouver ces nouveaux fournisseurs, ces nouveaux paysans herboristes, s'ils ne se présentent pas directement à moi. Donc, tout ça, ce sont des potentiels freins que j'accepte avec grand plaisir, je vous l'ai expliqué, mais n'empêche que ce sont des freins que d'autres acteurs en aval de la production de PAM n'ont pas. Donc, encore une fois, mon message, c'est qu'il faut continuer à soutenir la structuration de métiers qui sont plus ou moins bien reconnus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, on va en direction d'un approvisionnement qui sera qualitatif pour tous,
avec des plantes qui vont avoir une activité pharmacologique, de facto, de par la manière dont elles ont été produites, de par les temps de stockage. Et le point essentiel que je voudrais aborder avec vous à propos de l'étude qui était financée par France Agrimaire il y a quelques années, c'est que sur le panel des 250 pharmaciens qu'on a interrogés, la principale problématique, c'était la traçabilité en même temps que la qualité. Voilà. Et directement derrière, on se rend compte que 80% des répondants à l'étude avaient une envie, ont exprimé une envie, voire un besoin de faire du circuit court à la pharmacie. Alors avec quelles prérogatives réglementaires et économiques derrière, c'est un autre sujet, mais en tout cas, il y a une envie, il y a une volonté sociétale d'aller vers là. Pour vous donner un petit témoignage, simplement, l'interdiction des remèdes secrets à l'officine, elle existe depuis Mathusalem. Très bien, fort heureusement pour nos patients. Mais alors, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour décortiquer une formule de complément alimentaire à base de plantes quand on a en face de soi une boîte qui est cartonnée, avec une forme galénique ultra transformée, plein de choses à l'intérieur, des minéraux, des vitamines, de la plante, qu'on n'a aucune référence à un type d'extrait donné, qu'on n'a pas de notion de concentration donnée de la plante ou en telle molécule, soit active, soit marqueur, encore moins une origine géographique ou une méthode de production. Alors oui, effectivement, on aura un petit label fabriqué en France, quelque chose comme ça. Bon, là, on rentre dans la légalité et la réglementation liée à la fabrication d'un produit industriel, mais on ne parle pas du tout de l'origine de la plante. Nous, notre valeur ajoutée en tant que pharmacien, c'est effectivement la connaissance de l'historique médical du patient, c'est la régularité du contact avec eux, puisqu'ils viennent a priori une fois par mois pour chercher un traitement chronique, ou alors ils viennent en ce moment beaucoup parce qu'il y a le petit bout de chou qui est malade. Donc on les voit vraiment très souvent, même pour une boîte de Doliprane, hein, c'est l'occasion d'établir un contact, de faire un point sur comment la personne en face de nous va, comment va sa famille, puisqu'on a le père qui est en chimio, parce qu'on a l'enfant qui sort d'une varicelle. Et donc, c'est l'opportunité de mettre à disposition de manière consciencieuse, avec les moindres risques possibles, au niveau des patients, des plantes qualitatives avec un bénéfice de santé réel. Donc, moi, ce que j'aime bien dans cette part de mon métier, même si, encore une fois, les chiffres d'affaires sur la phyto et l'aromathérapie sont très faibles, c'est qu'on intègre la plante médicinale dans le parcours de soins et pas à côté. C'est pas mon patient, il vient dans ma pharmacie, il prend sa boîte de Doliprane, il me raconte ce qui est lié à son ordonnance, et puis après, il va dans un magasin bio pour acheter un truc dans un étalage, sans vraiment faire le lien entre les deux, sans que moi je sois au courant, sans que son médecin soit au courant, et sans qu'il ait eu l'occasion, malheureusement parce qu'il n'en a pas les ressources, de se mettre en contact avec un herboriste compétent qui l'aurait correctement conseillé. Alors, je vais faire du plus vite possible en termes de conclusion sur qu'est-ce que finalement ça a apporté le développement de ces filières locales et bio à la pharmacie. Je dirais qu'avant tout, c'est une fidélisation de ma patientèle. Quand j'ai repris l'officine, elle était en chute libre, donc de toute façon, je pouvais faire que mieux, à vrai dire. Mais là où on a une progression du chiffre d'affaires, donc sans parler enfin là, on n'est pas en cours d'économie, mais là où on a un chiffre d'affaires qui progresse de 4%, nous, en 3 ans, avec l'équipe qu'on a eue, telle qu'elle a été formée, on a réussi à remonter la barre à plus 30. Alors, ça ne va pas être comme ça pendant des années, mais ça montre qu'on a réussi, et je suis persuadée qu'à 90%, c'est lié à notre manière d'aborder le soin avec la plante en tant que médiateur central, même si au quotidien, on vend plus de boîtes de Doliprane qu'autre chose. La plante, elle invite à une prise en charge qui est plus intégrative. Elle nécessite qu'on prenne davantage en compte l'histoire du patient dans sa globalité. Et alors, vous me direz, quel est l'impact du circuit court dans tout ça ? Quand on prend le temps d'expliquer aux patients, comme on vient de le dire avec ma collègue, consoeur, je ne sais pas comment on doit s'appeler, si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas, on est côte à côte. Quand on prend le temps d'expliquer à telle personne que la plante, elle a été cueillie à tel endroit, dans telles conditions, qu'on l'a choisie pour telle raison, qu'elle a poussé l'année dernière, que c'était un été chaud ou pas, que c'est compliqué à avoir cette année, éventuellement qu'on peut faire sentir, qu'on peut montrer, et que du coup on a un gage d'approvisionnement, le patient comprend que le niveau de soin qu'on a pris à référencer les produits, il est équivalent au niveau de soins qu'on apporte aux patients. Et les patients comprennent aussi que c'est une chance d'avoir ça juste en bas de chez eux, même s'ils n'ont pas un panel de plantes indéfini, mais il y a de quoi largement avoir sa pharmacopée familiale. Et donc ça nous permet aussi de nous démarquer d'une certaine manière d'une médecine et d'une pharmacie d'urgence qui malheureusement est pratiquée aujourd'hui, y compris dans ma pharmacie. Et les patients curieux,
ils deviennent plus facilement acteurs de leur santé aussi. On les invite à se renseigner sur Internet, on leur prête des bouquins. Voilà. Et tout ça, ça apporte un plus à un métier de pharmacien ou de préparateur en pharmacie qui, lui aussi, est en crise aujourd'hui, tant pour des raisons économiques, on l'a évoqué avant, que pour des raisons de recherche de sens dans nos métiers du jour. Alors, finalement, ce qu'il faut soutenir, c'est toutes les initiatives, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales, pour créer de la transparence dans les relations interprofessionnelles, pour aider à mettre à disposition des plans de qualité, pour aider aussi à objectiver cette qualité-là. Et peut-être aussi, c'est peut-être un peu utopique, surtout en ce moment, mais les mots sont forts, pardon, mais si on peut désinstitutionnaliser l'hostilité des prescripteurs, on va dire conventionnés pour la plupart, vis-à-vis des soins naturels, ce serait une avancée majeure. En tout cas, moi, c'est ma vision en tant que pharmacienne d'officine un peu lambda. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Par rapport justement à la dernière intervention, je me demandais pourquoi cette hostilité finalement de l'ordre des pharmaciens, des médecins. Est-ce que c'est juste, on va perdre de l'argent, les plantes ça coûte pas grand-chose et c'est plus efficace. Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière cette hostilité justement qui essaye de désamorcer? J'ai trouvé ça très fort comme terme. Pourquoi il y a ça finalement et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne suis pas une experte en homéopathie, pas du tout, mais je vais faire un petit parallèle avec l'histoire de l'homéopathie en France. On a une espèce... C'est fort, mais je crois qu'on est un peu dans une chasse à la sorcière encore aujourd'hui avec les derniers textes qui ont été publiés sur la reconnaissance des formations en phytothérapie et aromathérapie pour le corps médical. Il y a une véritable peur qui est totalement justifiée des interactions médicamenteuses. Et c'est vrai qu'on a quand même des professionnels qui sont assez pas formés à la phyto et l'aromathérapie. Et donc, effectivement, parfois, il vaut mieux s'abstenir quand on ne sait pas. Mais du coup, ça devient la norme. Il y a aussi le fait que, d'un certain sens, on essaye d'aller à l'efficace, on essaye de pouvoir contenter la plupart des patients. Il y a une notion d'accessibilité aux soins aussi. On a une culture d'une prise en charge du soin qui est importante encore aujourd'hui, et c'est tant mieux pour la population. Mais du coup, c'est vrai que tous ces soins à côté, on a peut-être tendance à les mettre dans un autre panier, comme quelque chose de... finalement d'accompagnement simplement et pas quelque chose de thérapeutique vraiment. Et donc, je crois que les prescripteurs aujourd'hui ont clairement pas les ressources pour prendre en compte à la fois la demande des patients, vu comment les patients doivent être expédiés, malheureusement, parce que voilà, il n'y a pas de prescripteur. Et puis à la fois parce que on manque de connaissances et qu'on a peur de commencer à toucher au traitement de fond ou voilà, aux interactions. Tout ça fait que oui, les plantes sont un petit peu bannies, quoi. Voilà. Au mieux, quand j'ai des discussions avec des patients et qui font des allers-retours avec les prescripteurs, ils me disent oui, non, ça le dérange pas, ok, vous pouvez le prendre, quoi. Mais alors de là à estimer un bénéfice pour le patient, ça je crois pas l'avoir encore eu, sauf peut-être d'un ou deux cardiologues à la rigueur dans mon secteur, mais ça va rarement au-delà de ça. Je sais pas si j'ai vraiment répondu. Puis il y a d'autres personnes dans l'Assemblée qui sont largement capables de répondre, tout à fait. Docteur Mercant, peut-être. Alors, une question, un témoignage? Plutôt une réponse, là, Oui. Ce qui vient d'être dit. Il y a 2 jours, j'ai lu un article dans le quotidien du médecin qui traitait les DU de phytothérapie de déviants. Ça a été accompagné d'une publication dans Sciences et Avenir que vous pouvez trouver en ligne, je pourrais la faire passer, qui explique... Alors, jusqu'à présent, les DU de phytothérapie, les diplômes universitaires de phytothérapie, on passait à travers parce qu'il y avait quand même du principe actif. Et par rapport à l'homéopathie, voilà, on n'était pas dans la même problématique. Et ça y est, on est dans le collimateur aussi. Et donc, qualifié de déviant avec la volonté de supprimer les DU de phytothérapie qui ne vont pas avec les valeurs de l'université. Alors, je parle selon les auteurs. C'est nouveau, c'est un petit peu inquiétant et je pense que ça reflète une aggravation du raisonnement binaire qui caractérise, et scientiste, qui caractérise beaucoup la France. Ça s'est aggravé depuis le Covid et en fait, depuis les anti-fake médecine, il y a une attaque en règle contre tout ce qui n'est pas la médecine, mais enfin quand même une certaine conception de la médecine. Donc l'hostilité, elle est franche et elle est plutôt en train de s'aggraver. Donc voilà, je comptais en parler tout à l'heure, mais ça ne s'arrange pas. Voilà, Aline Mercant sera à la 3e table ronde, elle est médecin phytothérapeute. Alors une question, le petit bouton pour allumer le micro, voilà.
Du coup, c'était un peu pour compléter, parce que moi, je suis co-responsable avec Pierre Champy d'un DU de phyto-aromathérapie sur Paris. Cette défiance, moi, je l'identifie, je la rattache plutôt au fait que tout est très segmenté dans la prise en charge en santé actuellement, que tout est protocolisé et que, du coup, tout ce qui ne va pas rentrer dans ces protocoles, ça perturbe un peu la prise en charge. Et il faut que le professionnel attend en fait des recommandations officielles. Ces recommandations officielles, on le sait, elles viennent de l'evidence-based medicine, des études double aveugle versus placebo, etc. Et effectivement, dans la place des thérapies complémentaires, on est très peu dans cette démarche-là. Alors, il existe des choses, il existe des données de validation et d'évaluation que nous, on transmet, en fait, et c'est notre rôle, en fait, les DU et DIU, et ça se sait pas assez, en fait, on forme justement à tout ce qui est validé, évalué, et justement proposer une bonne prise en charge avec ces approches complémentaires dans l'offre de soins. Donc la déviance, elle est faite, elle est liée à une méconnaissance de ce qui existe, de l'existant. Et donc il faut former et informer, et c'est à travers nos formations. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on appuie sur la formation et l'information des soignants et des professionnels de santé également. Vous parliez de ces études en double aveugle voilà, que les médecins aiment bien, les médecins conventionnels. Est-ce que justement elles existent pour les plantes, ces études sérieuses, fiables? Ces données de l'évaluation, on les connaît de mieux en mieux. Tout à l'heure, on avait effectivement Marion qui parlait de connaissances de molécules précises, de traceurs. Tout ça, maintenant, c'est bien étudié à travers une discipline qui s'appelle la pharmacognosie. Des études, elles sont à travers l'Agence européenne du médicament reconnues, pas à travers l'usage traditionnel et l'usage bien établi des plantes médicinales dans le cadre de la réglementation du médicament à base de plantes. Donc oui, ça existe et c'est ce qu'on transmet dans nos formations. En plus, bien sûr, des données de la tradition donc qui sont basées sur de l'ethnobotanique et de l'ethnopharmacologie. Merci. Alors, une main se lève. Je crois que la réponse, elle est en fait extrêmement politique. En fait, ça fait quand même des siècles qu'il y a un bras de fer entre la corporation des apothicaires, des physiciens au Moyen-Âge, et puis après des pharmaciens et des médecins, et le monde de l'herboristerie. Et on se regarde l'histoire, il y a des hauts et des bas. Et en fait, quand on est dans une phase où la société est pleine de peur et sécuritaire, se crispe, et en fait, il y a un resserrement et le bras de fer se tend. C'est ce qui se passe en ce moment. Et il y a d'autres moments dans l'histoire où en fait, ça se détend. Et où on a, c'est pour ça que c'est vachement important les votes et que ça va être important. Ça a été important de voter. À chaque fois, c'est important de voter. C'est que suivant les choix qu'on fait au niveau politique, on a quelque chose qui est plus ouvert, plus pluraliste, ou alors, au nom de la sécurité, on resserre la vis. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et la sécurité est quand même vraiment un prétexte, parce que si on regarde les choses objectivement, il peut y avoir des accidents avec les plantes, et il peut y avoir des problématiques d'interaction médicamenteuse. C'est ce qu'on met en avant. Mais aujourd'hui, en termes de risque sanitaire, quand on veut prendre soin de sa santé, c'est 2 zéros qu'on peut mettre derrière. Les vrais risques, ils sont plutôt du côté du médicament. Donc, c'est pas très objectif, c'est très politique. Et c'est le reflet de la société, de là où on en est, en fait. Merci. Alors, est-ce que d'autres mains se lèvent pour des questions? Oui. Alors, je vais juste rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit et ce que j'observe au comptoir ainsi que mes collègues. On a aussi tout un pan de la population qui, pour des raisons valables ou pas valables, mais décide de se détourner de la médecine traditionnelle parce qu'il y a des courants quand même, hein, de même qu'il y a les platistes, il y a ceux qui viennent au comptoir et qui disent moi je veux arrêter mon traitement pour le diabète, qu'est-ce que vous avez? Et justement, c'est aussi cette attitude qui est dangereuse et où là, on est obligé de dire attention, stop. Mais ces gens-là, ils recherchent des réponses. Là encore, on n'est pas dans le jugement, mais je pense que ça peut faire peur aussi. Et comme le disait Célia, il y a aussi des médecins qui, parce qu'ils ne connaissent pas les plantes médicinales, disent soit oui, ça ne pourra pas vous faire de mal, ou qui vont dire à des personnes qui sont fichu, allez prendre des plantes médicinales. Moi, j'en ai des fois qui viennent, qui disent, voilà, je suis foutu, qu'est-ce que je peux faire? Mon médecin me dit que j'ai qu'à prendre des plantes, ça ne pourra pas faire de mal. Ou alors, des personnes qui vont être complètement arc-boutées sur le fait de dire non, surtout pas de plantes médicinales, parce que, oulala, il peut y avoir des interactions, effectivement. Et en fait, je pense que
tout ça, ça se cristallise, ça s'ajoute, ça s'accumule pour faire une espèce de peur, comme si c'était un trou noir dans lequel il fallait pas aller. Donc on continue d'être autour et on le regarde, alors qu'en fait, il faudrait tous en même temps s'en saisir, parce qu'en fait, ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et plus ça se cristallise, plus on va avoir ce genre de réaction, de rejeter finalement de la part de certains du corps médical, de rejeter la phyto, parce que ça fait peur, on ne connaît pas, on n'est pas sûr. Voilà, donc c'est aussi pour ça, je pense que ça, dans ces temps troublés, que ça se cristallise. Merci. Alors, une question. Monsieur a levé la main en premier. Après, on prendra la vôtre. Voilà, on se donne encore 2-3 questions. Et comme ça, on passera à la suite. Oui, je vais rapide. Samy Korkos, pharmacien, toxicologue. Juste pour compléter ce qui a été dit, c'est que là, on met la focale sur un point de crispation qui est réel. C'est aussi, cette focale, elle est mise aussi par les médias, dans certains cas, et c'est Science et Avenir qui va relayer quelque chose qui vient de l'ordre des pharmaciens, ou enfin de l'ordre des médecins. Bon, je vous invite à regarder les inspections des affaires financières sur les conseils de l'ordre des pharmaciens et des médecins. Je pense que vraiment les leçons qu'ils essayent de donner aux gens n'ont aucune valeur au vu des fonctionnements de ces institutions en interne. Donc, n'y accordons pas trop d'intérêt, je pense. Parce que par ailleurs, sur les dernières années, globalement, ce qu'on peut quand même constater, que ce soit dans le corps médical et aussi à travers l'arrivée de nouvelles reconnaissances ou de reconnaissance de certains métiers, on voit quand même que la place des plantes médicinales dans les parcours de soins, à l'hôpital, dans le parcours de soins ville, officine ou ville herboristerie, ou etc., est quand même de plus en plus structurée et accueillie avec une certaine, parfois aussi, bienveillance de la part du corps médical et de plus en plus intégrée, même à l'hôpital. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a aussi beaucoup de motifs de satisfaction et d'espoir. Merci. Alors, on vous écoute. Le petit micro. Oui, alors moi, je voulais juste intervenir, non pas à défendre le pharmacien ou autre, parce qu'aujourd'hui, on est au cœur de l'herboristerie. Moi, j'ai la chance de travailler avec des pharmaciens et des herboristes aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le pharmacien, il est aussi, vous avez parlé d'approvisionnement, il est aussi contraint, on va dire, en tout cas dans son préparatoire, d'acheter ces plantes dites pharmaceutiques. Il a un cadre également, vous avez parlé que vous ne faisiez pas de mélange de plantes, mais il a un cadre législatif de monographie de mélange de plantes aujourd'hui. Donc nous, parfois, on est contactés, et même certains pharmaciens, ici, sont pharmaciens et ont une herboristerie, mais parfois, voilà, dans le cadre de l'exercice dans l'officine, et aussi il y a également un cadre. Et puis de l'autre côté également, l'herboriste, bien sûr, on en est là aujourd'hui parce qu'il travaille dans l'illégalité. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on remarque, là, on peut pointer du doigt que je reviens le pharmacien. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des pharmaciens, des pharmacies qui sont herboristes. Vous en avez parlé tout à l'heure, qui ont, si on parle du chiffre d'affaires, qui ont un petit chiffre d'affaires, mais qui travaillent très bien et qui sont aujourd'hui au cœur parfois de... qui ne peuvent pas exercer non plus leur travail du fait de cette administration-là qui leur impose beaucoup de choses. Et aussi, clairement, moi, j'ai eu le cas d'une pharmacie qui a beaucoup développé l'herboristerie et qui a été inspectée très rapidement par l'ANSM parce que du coup, elle développait cette activité et je trouve ça dommage parce que c'est au cœur d'un problème de santé publique également. Et aujourd'hui, on doit valoriser l'herboristerie dans ces deux secteurs et pourquoi pas justement, là on en est là aujourd'hui pour travailler ensemble. Mais il faut savoir que voilà, dans les deux, il y a des contraintes, il y a tout ça et bien sûr, oui, la formation est clé, bien sûr. Je me permets de rebondir, pardon. Dans l'étude France Agrimaire sur laquelle on avait travaillé, on était tombé sur un chiffre que je cherchais désespérément. 0,1% des parts de marché de vente de tisanes, enfin de plantes médicinales sèches en pharmacie, donc toutes formes confondues, infusette, vrac, simple, mélange. 0,1%.
sont issus du mélange réalisé en pharmacie. Voilà, donc c'est vraiment une activité extrêmement minoritaire. Quand j'avais fait des recherches pour identifier, parce qu'il n'y a pas de réseau de pharmacie herboriste aujourd'hui formalisé, j'étais tombée grosso modo, et ça correspond à ce 0,1%, hein, même si ces quelques pharmacies sont très pourvoyeuses de volume dans le rapport global, sur une vingtaine de pharmacies en France, quoi. Voilà, je pense pas plus. Alors, une toute dernière question, sinon on va passer à la suite et à 2 prises de parole. Alors, une dernière question. Je laisse appuyer comme ça. Okay. Vous m'entendez? Okay. Oui, ma question, Marine Delot, moi je suis dans le conseil en herboristerie, mais ma question ne va pas porter là-dessus. Est-ce qu'il y a un groupe de travail entre tous les acteurs de la filière sur l'adaptation au réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret là-dessus? Voilà, c'était juste ça ma question. Je sais pas si... Peut-être à France Agrimaire, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des cultures de plantes, effectivement, on a dans la filière des organismes qui s'occupent d'agronomie, d'agriculture, qui sont l'ITEPMAI et le CRIEPAM. Et ils travaillent, il y a des programmes de recherche sur l'adaptation des cultures de PAM au changement climatique. Donc c'est vrai que le changement climatique, il est pris en compte dans les recherches et puis dans les organismes. Enfin, j'ai cité que ceux-là, mais il y en a d'autres. Il y a le CNPMAI aussi, à Milly-la-Forêt, qui travaille dessus. Alors, une réponse encore? Oui, c'est juste un témoignage. J'aurai l'occasion d'en reparler, je pense, cet après-midi. Mais par rapport au réchauffement climatique, par exemple, une formation qui a été proposée à Vivea pour l'accompagnement des agriculteurs au réchauffement climatique, c'est-à-dire la création de mares, l'entretien de mares et la gestion des zones humides dans le contexte du changement climatique, ça a été refusé par Vivea comme étant une formation non prioritaire pour les agriculteurs. Voilà, c'est juste un petit témoignage. Et j'en reparlerai parce que c'est vraiment un gros problème pour la formation continue en ce moment. Voilà, le réchauffement climatique, c'est secondaire. Certifito est prioritaire. Merci beaucoup. Donc voilà, cette table ronde est terminée.